Les services de renseignement américains, en particulier la CIA, ont parfaitement averti Donald Trump qu'une frappe militaire directe contre l'Iran provoquerait une riposte quasi immédiate et de grande ampleur de la part des terrains. Cette réaction viserait prioritairement les bases et installations militaires américaines déployées au Moyen-Orient, notamment en Syrie, en Irak et au Qatar, où les États-Unis d'Amérique disposent de positions stratégiques majeures. D'après les évaluations des agences de renseignement américaines, une telle attaque déclencherait une spirale escalade militaire difficilement maîtrisable avec un risque élevé d'embrasement régional impliquant les forces alliées de l'Iran, notamment des groupes armés présents dans plusieurs pays de la région. Les experts estiment que la capacité de riposte iranienne, quelle qu'elle soit conventionnelle ou asymétrique, est aujourd'hui suffisante pour infliger des dommages significatifs aux intérêts américains et à ceux de leurs alliés. Face à ce scénario jugé extrêmement risqué, les décideurs à Washington étudient des options alternatives à l'action militaire classique. Parmi celles-ci figure la cyberattaque, considérée comme un outil stratégique plus discret, mettant de perturber les infrastructures critiques, les systèmes de défense ou les capacités de commandement iraniennes, tout en réduisant les risques immédiats d'un conflit armé ouvert. Toutefois, cette option comporte elle aussi des dangers, notamment des représailles numériques susceptibles de toucher des secteurs sensibles tels que l'énergie, les télécommunications ou les systèmes financiers. En définitive, ce débat met à lumière la complexité du rapport de force entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran, où chaque décision militaire ou technologique peut avoir des répercussions géopolitiques majeures, bien au-delà des frontières régionales, et contribuer à redessiner durablement les équilibres stratégiques au Moyen-Orient. Perd les tours les chars, pilote les jets, tirent avec les fusils, etc. Vous avez besoin de combattants formés, volontaires et compétents pour construire une force de combat vraiment forte. Et les États-Unis en ont certainement beaucoup. Mais il existe plusieurs façons de mesurer la main-d'œuvre, et les États-Unis ne sont pas en tête de liste dans tous les cas. Passons en revue et explorons la valeur de chacun, en commençant par la main-d'œuvre militaire disponible. Cela nous indique combien de personnes chaque pays pourrait mobiliser dans les situations les plus extrêmes, comme une guerre mondiale à grande échelle ou une invasion majeure. D'après le groupe financier de Paris, les États-Unis pourraient mobiliser près de 150 millions de personnes au total, soit presque la moitié de la population du pays. Ce chiffre n'est pas le plus élevé de la liste, ce qui n'est à guère surprenant vu que les États-Unis ne sont pas le pays le plus peuplé. Au lieu de cela, les deux plus grands pays du monde, la Chine et l'Inde, arrivent en première et deuxième position. La Chine pourrait mobiliser environ 764 millions de personnes, tandis que l'Inde dispose d'un vivier de personnel militaire de 662 millions. Les chiffres de population aptes au service sont assez similaires. Cela nous indique combien de personnes aptes chaque pays, à qui serait capable de combattre ou de jouer un rôle dans une campagne militaire à long terme si elle devait le faire. La Chine est à nouveau en tête avec environ 626 millions. L'Inde arrive en deuxième position avec 522 millions. Et les États-Unis sont troisième avec 124 millions. Cependant, ces deux statistiques ne sont pas si importantes. Il est très peu probable que des pays comme les États-Unis, la Chine ou l'Inde aient besoin de mobiliser presque la moitié de leur population pour combattre. Pour mieux évaluer la puissance militaire de chaque pays, il est préférable d'examiner le nombre de personnels en service actif et de réservistes. Le personnel actif se compose principalement de militaires à temps plein. Ce sont les individus les plus hautement formés, prêts au combat, qui consacrent leur vie à l'armée. Les réservistes sont des personnes ayant suivi une formation militaire ou servi dans l'armée, mais qui n'y sont actuellement pas impliqués. Ils restent en réserve, prêts à servir si on fait appel à eux. Les États-Unis ont un impressionnant total de 1,3 million de personnel en service actif. Les États-Unis se classent en troisième position derrière la Chine et l'Inde, mais l'écart est cette fois beaucoup plus faible. L'Inde devance légèrement les États-Unis avec 1 400 000 de soldats en service actif la Chine, occupant la première place, avec environ 2 millions. Les États-Unis comptent environ 800 000 réservistes, ce qui les place au 10e rang mondial.
Au niveau mondial, le Vietnam occupe la première place avec un étonnant 5 millions de réservistes, tandis que la Corée du Sud est en deuxième position avec 3 100 000, et Taïwan troisième avec 2 300 000. De nombreux pays en tête de cette liste ont souvent un service militaire obligatoire, ou ont fondé leur stratégie militaire sur un grand nombre de réservistes. Plutôt que de payer de nombreux salaires à plein temps pour le personnel en service actif, les États-Unis ont toujours eu une stratégie différente, misant sur des soldats hautement formés et pleinement engagés, prêts à entrer en bataille au besoin, plutôt que sur une énorme force de réservistes. Concernant la main-d'œuvre, il faut souligner qu'il s'agit non seulement d'une question de quantité, mais aussi de qualité. Un pays pourrait avoir 5 millions de soldats mais manquer des infrastructures pour les former efficacement au combat, ou les équiper des véhicules et armes requis pour vaincre leurs ennemis. En contrepartie, les États-Unis possèdent des programmes d'entraînement militaire parmi les plus rigoureux et performants au monde. Cela lui permet de produire certaines des équipes militaires les plus extraordinaires de l'histoire, des Navy Seals au béret vert. De petites